Bonjour, vous écoutez l'équipe du Mondial, le podcast de l'équipe sur les coulisses des Bleus. C'est un duel d'exception auquel nous assistons en ce moment, un duel entre deux capitaines, deux anciens coéquipiers, un duel entre le meilleur joueur des 20 dernières années et celui qui voudrait lui succéder, Lionel Messi, Kylian Mbappé. L'un des deux sera-t-il sacré champion du monde? Lequel des deux terminera meilleur buteur de la compétition? Pour l'instant, avantage Messi, encore renversant contre l'Égypte ce mardi, mais Mbappé le suit de près avec Erling Haaland et Harry Kane en embuscade. On va discuter de cette lutte à distance entre l'Argentin et le Français, de leur estime réciproque aussi, après 2 saisons en commun à Paris. Et puis on se tournera vers le quart de finale qui attend les Bleus. Les dernières infos, après un entraînement à huis clos, la compo probable, avantage Barcola peut-être. On en discute tout de suite avec nos envoyés spéciaux, Damien Degore, Vincent Duluc et Yves Leroy. Salut messieurs. Salut Marie. Salut à tous. Salut Marie, salut tout le monde. Vous voulez tout savoir sur les Bleus, vous êtes au bon endroit. On pourrait presque perdre le fil des tableaux et des classements tant les superstars de ce mondial empilent les buts. La fin des 8e de finale nous offre l'occasion de faire le point. 8 buts déjà pour Lionel Messi, 7 pour Kylian Mbappé et Erling Haaland, 6 pour Harry Kane. Et en ce qui concerne le trône du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, la lutte est resserrée entre l'octuple Ballon d'Or et le capitaine français. Messi en est à 21 buts, Mbappé à 19. Vincent, à ton avis, à quel point cette quête de record ajoute encore plus d'excitation à une Coupe du Monde déjà vraiment sympa à suivre? Mais ça ajoute quelque chose parce que c'est la suite de la Coupe du Monde 2022 en fait. En fait, ce duel est d'abord la suite d'une histoire qui a été un peu parisienne quand même malgré tout. Et puis c'est la suite de la finale 2022, du doublé de Messi et du triplé d'Mbappé. Et ça continue sur ses hauteurs. Alors évidemment, il faut quand même remarquer que les buts de Messi ont été inscrits en 6 Coupes du Monde et ceux de Mbappé seulement en 3. Ça rajoute quelque chose, mais je pense quand même que et l'un et l'autre accepteraient volontiers de plus marquer un but et d'être champion du monde. Simplement, s'ils marquent plus un but, leur équipe aura du mal à être championne du monde. C'est vrai que Kylian Mbappé l'assure depuis le début de la Coupe du Monde. Son objectif numéro 1 est d'aller chercher une 3e étoile et la course au record est secondaire dans son esprit. Mais Damien, forcément, ce mano à mano en cours avec Messi doit nourrir encore plus sa motivation. Oui, ça nourrit sa motivation et il a envie de finir devant Messi. Il y a forcément une rivalité entre les deux. Mbappé est convaincu que le Ballon d'Or de 2022 c'est joué à vraiment pas grand-chose et que je vais pas dire que Messi lui a piqué le Ballon d'Or, mais il aurait pu être dans l'armoire du Français, peut-être sur un centre de Kolo Muani plutôt qu'un tir de Kolo Muani, quoi. Voilà à quoi ça s'est joué. Et donc il a une revanche à prendre très clairement sur l'Argentin, mais comme le dit Vincent, sa revanche, elle passera par une victoire collective. Et si Messi finit premier au classement des buteurs, mais que Mbappé remporte la Coupe du Monde, il s'en contentera très largement. Parce que je pense qu'à l'arrivée, le Ballon d'Or, il n'en sera pas très loin. L'histoire, elle est un peu différente pour les deux. L'histoire, elle est collective davantage pour Mbappé, effectivement, avec des records qui doivent s'inscrire dans le cadre d'une Coupe du Monde. Mais pour Messi, c'est vraiment une quête personnelle et la fin d'un parcours qui est déjà incroyable. Et il y a une émotion et une charge qui entoure ce qui se passe aujourd'hui. Il finit en larmes et le match lui appartient encore. Parce que la vérité, c'est que Messi, sans lui, cette équipe d'Argentine, je pense qu'elle va vraiment pas très loin dans cette Coupe du Monde. Au moment où Cristiano Ronaldo, son grand rival, lui, dans le cas, à l'inverse, plombait le Portugal. Et alors, au moment où l'équipe de France, elle, a beaucoup de joueurs offensifs sur qui s'appuyer, même si évidemment tous les buts de Mbappé sont particulièrement précieux. Ouais, Yves, tu parlais de la prestation incroyable ce mardi contre l'Égypte de Lionel Messi. L'Argentine était menée 2-0, il avait manqué un penalty en première période et en moins de 5 minutes, il a remis son équipe à l'endroit avec une passe décisive et un but en fin de match. Il était en larmes à la fin du match, tu le disais. Vincent, c'est vrai qu'on est en train d'assister à une sortie légendaire d'un joueur qui a absolument tout gagné et qui continue de porter son équipe à tout juste 39 ans. Oui, parce qu'en fait, en plus, si on regarde bien, l'Argentine et Messi, ils sont allés en finale en 2014. Ils ont été éliminés par la France en 2018. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 2022 contre la France. Donc en fait, allez, depuis la Coupe du Monde 2010, depuis que Diego Maradona en était le sélectionneur, l'Argentine n'a été privée de finale de Coupe du Monde que par l'équipe de France. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement ce duel à distance. Et pour Messi, c'est quand même un crépuscule assez magnifique et inespéré. J'ai retrouvé ce que tout le monde a dit, et nous aussi, ce qu'on avait écrit dans l'équipe, après l'élimination de l'Argentine par la France
en huitième de finale à Kazan en 2018, je pense qu'on avait dû écrire quelque chose comme Lionel Messi ne remportera donc jamais la Coupe du Monde, c'en est fini de cette histoire, etc. Je dénonce personne parce que je pense que je l'avais écrit. Donc très franchement, la manière dont il prolonge sa carrière sans courir plus qu'avant, même en courant un peu moins, mais en courant encore mieux qu'avant au bon endroit, et en s'étant préparé remarquablement. Enfin, en fait, l'une des raisons aussi de la Coupe du Monde fantastique de Messi, c'est qu'il n'est pas fatigué par 60 matchs de haut niveau dans la saison. Il joue en MLS, ça va, il est tranquille et il a pu se préparer parfaitement pour cette Coupe du Monde, comme il s'était déjà préparé parfaitement en 2022 en se servant du PSG voilà, pour arriver en forme, puis en se désintéressant totalement dans les 6 mois qui avaient suivi. Si vous avez 5 minutes à perdre aujourd'hui ou pas, en tout cas s'il faut bloquer 5 minutes pour quelque chose, il faut juste revoir les 5 minutes du match où Messi fait 2 actions absolument légendaires. La première qui fait un raté énorme de la tête de son coéquipier Lautaro Martinez, et le but qui marque, parce que sincèrement ce sera peut-être les 5 meilleures minutes de la Coupe du Monde. C'est absolument effroyable. On aurait cru revoir le Messi de Barcelone dans un match où il y avait des hauts débats, où il rate un penalty, et tout à coup, au moment où son équipe est quasiment dehors, c'est extraordinaire, c'est hallucinant en fait ce qu'il arrive à atteindre encore comme niveau à son âge. Et il y a un décryptage sur ces 5 minutes incroyables à retrouver sur l'équipe.fr écrit par notre confrère Maxime Brigand. Damien, est-ce que tu t'attendais à le voir à ce niveau pendant cette Coupe du Monde, Lionel Messi ? Pour être très honnête, non, pas du tout. Je pensais qu'il connaîtrait pour reprendre l'expression de Vincent, un crépuscule à la Neymar qui a plombé le Brésil, à la Cristiano qui a plombé le Portugal, à la James Rodriguez qui a vraiment pas aidé la Colombie. Toutes ces vieilles stars qui ont absolument voulu participer à une dernière Coupe du Monde n'ont pas aidé leur pays. Et Messi, c'est tout le contraire. C'est absolument hallucinant de voir ce qu'il est encore capable de faire. Alors, c'est pas 90 minutes de folie, comme à ses plus belles heures à Barcelone, mais c'est 5 minutes par-ci, 2 minutes 30 par-là, et il porte sa sélection. Moi, le seul bémol qui m'agace un petit peu, je dois l'avouer, bon, je vais pas me faire que des amis, mais ça me gonfle la manière de voir comment il est arbitré. Je pense qu'il y a un arbitrage aussi pour Messi, et dès qu'on le touche, qu'on l'effleure, il tombe, et c'est faute, systématiquement. Alors, il n'en a pas eu beaucoup de fautes aujourd'hui. Il en a eu 2, les 2 obtenues en première mi-temps. Et après, forcément, je pense que les Égyptiens restaient à 2 mètres, parce que en plus, il est dans des zones très dangereuses. Il n'est jamais très loin des 20-25 mètres du but quand il n'est pas dans la surface. Donc, c'était un danger à chaque fois, quoi. Moi, je pense pas que ce soit un tricheur, mais J'ai pas dit ça. parce que J'ai pas dit ça. non. Je dis juste qu'il profite d'une situation où il est tellement énorme. Faut l'avouer. Pour moi, il est au-dessus d'Infantino aujourd'hui, Messi dans le football, quoi. Donc, c'est Dieu. Et on touche pas à Dieu. Est-ce qu'il est au-dessus de Donald Trump ? Juste en dessous. Bon, pour en revenir au foot comme on l'aime, à votre avis, à quel point le record de Juste Fontaine, 13 buts en une seule édition, est susceptible de tomber ? Il tombera peut-être plus facilement dans la prochaine Coupe du Monde à 64 équipes. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde à 48 lui donne une chance de plus, puisque le champion du monde peut jouer 8 matchs, et que l'exotisme un peu des premiers tours, selon les tirages au sort, permet effectivement de faire monter les totaux. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est pas l'habitude quand même des grands buteurs de marquer autant et tous en même temps en Coupe du Monde. Donc, soit c'est l'effet mécanique de la Coupe du Monde en 48, mais je n'y crois que partiellement, soit c'est l'effet de l'ère du temps qui sacralise les buteurs et qui fait qu'ils sont mieux préparés avant, mais je pense que c'est surtout l'effet de l'émulation, c'est-à-dire qu'il y a une telle... à partir du moment où il y en a un qui marque, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, et puis ils sont tous là. Et la dépendance de toutes les sélections vis-à-vis de ces buteurs, en fait, se renforce d'une stratégie de toutes les sélections pour les mettre dans les meilleures conditions. Et il me semble que c'était pas tout à fait comme ça avant, et là il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc oui, les 13 buts de Juste Fontaine, dont on aurait été j'aurais juré de ne jamais le voir battu. Maintenant, on se dit que quelqu'un qui irait au bout de la Coupe du Monde, il a une chance. Ouais, enfin, il reste 3 matchs, le tableau commence à se dégager, potentiellement contre la Suisse, l'Angleterre et la France ou l'Espagne. Ça me semble quand même un peu difficile, quoi.
On sait jamais. Mais On Messi sait jamais. peut le faire avec. Il suffit de mettre 2 buts dans le jeu et plus ses 4 pénaltys habituels et il peut finir à 14. Il est pas très en réussite sur les pénaltys en ce moment, Vincent, quand même. Faudrait pas qu'il. Oui, mais il en aura 6, donc il Il devra en bien en faudra mettre un peu 4. plus. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Yves. Je pense que c'est tout à fait possible. Quand tu vois qu'un joueur comme Mbappé est capable de mettre un triplé en finale d'une Coupe du Monde, il reste 3 matchs, il est à 7 buts, Messi est à 8 buts. C'est pas l'hypothèse la plus plausible, mais c'est loin d'être irréaliste. Hein. Ouais, ce serait paranormal. Peut-être pas irréaliste, mais paranormal, quoi. Enfin, tu parlais il y a peu d'un scénario de fiction qui te paraissait paranormal et finalement on l'a vraiment vécu. On n'a pas beaucoup parlé d'Erling Haaland et d'Harry Kane. Ils vont s'affronter samedi en quart de finale. Bon, la course s'arrêtera forcément pour l'un d'entre eux, mais selon vous, lequel a le plus de chances d'aller titiller Mbappé et Messi ? Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même 2 rôles différents. Kane, il a un rôle. D'abord, il est capitaine de son équipe, alors que c'est Odegaard en équipe de Norvège. Et on a vraiment l'impression que Haaland finit un peu le travail de tout le monde, alors que Kane participe beaucoup plus. Contre le Mexique, j'ai trouvé absolument héroïque dans ses replis défensifs, dans tout ce qu'il donne à l'équipe. C'est assez fantastique. Alors, Haaland, j'ai trouvé incroyable sa manière clinique de punir le Brésil, mais je pense quand même que Kane a peut-être quand même une meilleure équipe pour aller au bout et pour contester la place de meilleur buteur. Et je rappelle au passage que dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, personne n'a jamais été meilleur buteur de la Coupe du Monde 2 fois de suite, et que c'est aussi une des choses que Mbappé peut réussir. On a quand même l'impression de cette Coupe du Monde, c'est Olive et Tom, quoi. C'est avec toutes ces équipes où il y a une star en particulier qui marque les buts, qui sauve l'équipe en permanence. J'ai rarement vécu une Coupe du Monde où les stars répondaient autant présentes et où il y avait ce duel à distance, puis à un moment donné une confrontation qui se rapprochait et que c'était Angleterre-Norvège, ça devient Kane face à Haaland. On attend impatiemment, peut-être qu'il n'arrivera jamais, ce France-Brésil. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'Espagne, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes, hein, souvent sur les mondiaux ou les euros. On a découvert Arshavin, on a découvert Mudryk, et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin dans les fiches et dans les stats ou dans les histoires pour découvrir des joueurs. C'est vraiment les personnages principaux, quoi. Je te rejoins, Damien. Pour en revenir à Mbappé et Messi, vous rappeliez tout à l'heure qu'ils étaient coéquipiers au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont évolué ensemble pendant 2 saisons au PSG. Damien, comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation assez particulière après la finale ? Tu rappelais récemment dans un papier que Mbappé avait récupéré le ballon du match et qu'il l'avait fait signer par Messi un peu plus tard. Tout à fait. Et il est dans un coffre aujourd'hui, pour ne pas être volé. Leur relation était plutôt saine, mais parce que Messi, quand il est arrivé au PSG, savait que la relation entre Mbappé et Neymar était très tendue. Et Messi, en gros, ça a été tout de suite un pacte de non-agression avec Kylian Mbappé. Genre, moi, je veux pas que ce soit le bordel. Ça se passe bien. Tu peux compter sur moi s'il faut t'aider à marquer. Mais c'est la paix. Et ça a été la paix. Les deux ont joué en bonne intelligence. J'en parlais avec Pochettino quand j'étais allé le voir à Londres en début d'année. Et il me disait que lui était convaincu de ne pas avoir été très loin de trouver le bon équilibre dans l'utilisation des trois, mais c'est surtout l'utilisation des deux qui valait, puisqu'à partir du moment où Messi s'entendait bien avec Mbappé, je pense que Neymar n'aurait pas mis la zizanie dans ce duo et l'aurait accompagné. C'était dans son intérêt. Après, c'est pas des grands potes, hein, ils s'écrivent pas tous les jours. Mbappé respecte énormément Messi, même s'il adore Cristiano Ronaldo. Mais voilà, c'est une relation de respect profond et sincère. J'ai une anecdote sur la relation. Quand on avait fait l'interview Mbappé avec l'équipe en 2021, un peu après l'Euro à l'automne, il y avait un peu de off. Alors, ça fait 5 ans, allez, on veut bien révéler le off, surtout qu'il n'est pas trop gênant. Et à un moment, on parlait quand même de la manière ou pas de Mbappé de défendre, de courir pour les autres, etc. et tout. Et en gros, il faisait une différence entre Neymar et Messi en disant « Ah, mais Messi, c'est pas pareil. Moi, pour Messi, je cours pour lui. » Voilà. Ça veut tout dire. On parlait du sentiment de revanche qui pouvait animer Kylian Mbappé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe français est toujours surmotivé à l'idée de retrouver peut-être les Argentins en finale. Ils n'ont pas envie d'affronter une autre équipe. Ah oui, là, je crois que c'est certain. Oui, il y a une vraie rivalité qui s'est créée. Il y a un vrai contentieux, on peut dire, après la dernière finale de la Coupe du Monde.
Et je crois qu'il regarde avec attention ce qui se passe. Après, je sais pas si les Bleus préféreraient une élimination d'abord ou les affronter en finale. Peut-être que Damien ou Vincent ont des échos, mais qu'il y ait une rivalité, une attention. Là, on a parlé aujourd'hui un petit peu de la sélection de l'arbitre, parce que les Argentins, dans leur bonne foi habituelle des dernières années, se sont plaints d'être arbitrés par François Le Texier, et la FIFA a eu la bonne idée de renvoyer l'appareil avec la nomination de Facundo Tello pour le match des Bleus. On les a interrogés, alors ils n'ont pas voulu faire une polémique là-dessus pour pas rentrer là-dedans, mais en tout cas le contentieux, la rivalité et la revanche France-Argentine, ça c'est une des grosses clés de cette Coupe du Monde, en effet, je crois. J'ai juste eu un écho dans l'entourage de la fédération où quelqu'un m'a dit que certains joueurs préféraient les battre eux-mêmes, les Argentins, plutôt que... Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai des échos un petit peu différents pendant la phase de groupe, en tout cas. Après les deux premiers matchs, il y avait deux nations, pardon, que les Bleus redoutaient quand même. C'était l'Espagne et l'Argentine. Je pense que l'Espagne, si la France se qualifie contre le Maroc, risque d'être sur leur route. Et l'Argentine, si ils avaient perdu tout à l'heure, je crois que ça les aurait pas dérangés. Au contraire, ils auraient plutôt savouré de les voir éliminés plutôt que prévu. Oui, il reste encore un peu de route avant la finale. L'Argentine affrontera la Suisse, donc en quart de finale, et potentiellement le vainqueur de Norvège-Angleterre en demi. Pour la France, ce sera celui d'Espagne-Belgique. Mais on n'y est pas encore. Avant ça, il faut battre le Maroc d'Achraf Hakimi et d'Ayoub Boadi, dont nous parlions hier. Et Vincent, tu as suivi les Marocains aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu l'atmosphère autour des Lions de l'Atlas. J'ai eu l'immense privilège de passer une heure sous la pluie à attendre dans le centre d'entraînement de New England Revolution, l'équipe de MLS de Boston, que le point presse commence. Et ce point presse a quand même consisté à peu près 2 passages d'une minute 10 chacun. Donc on a eu droit à Talbi, l'ailier de Sunderland avec Régis Lebris, et il y a un défenseur remplaçant, Salahedine. Et franchement, on n'a pas eu grand-chose. Il y a eu une question sur l'amitié entre Hakimi et Mbappé, pour savoir un peu si ça avait un impact. Et Talbi a répondu que c'était une affaire personnelle, que ça change rien, qu'ils va y préparer leur match, etc. Donc c'est pas passé grand-chose. Tout le monde n'était pas à l'entraînement, comme ça arrive pour les séquences à J-2. Tout le monde n'est pas sorti. Du moins, tout le monde n'est pas sorti pendant le moment où l'entraînement était ouvert, puisqu'il a seulement été ouvert le premier quart d'heure. Le seul souvenir que j'en garderai, c'est cette pluie battante. Et là, ça fait 2 heures que j'en suis parti et je suis pas encore sec. Bon, Damien et Yves, est-ce que vous avez été autant gâtés que Vincent avec les Bleus aujourd'hui ? Nous, on a eu droit à un temps sec, un temps sec parce qu'on était à l'intérieur, évidemment. Le point presse, la zone mixte était à peu près de la même qualité de ce qu'on raconte Vincent, mais elle avait le mérite d'être à l'abri. C'était une formule avec 3 joueurs, où on a vu Jean-Philippe Mateta, Dayo Upamecano et Robin Risser. Le concept de cette zone mixte, c'est que en fait, ça remplace la présence d'un joueur la veille du match à la conférence de presse. Et donc, c'est un peu du 3 en 1, mais alors en version très très raccourcie. On pourrait dire que Jean-Philippe Mateta, qui de toute façon fait des réponses très courtes, est le joueur idéal pour ce format, mais pour en tirer quelque chose d'un peu profond et posé, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, il y a eu 2-3 questions, on a un tout petit peu évoqué le choix de l'arbitre argentin, évoqué un peu la polémique autour de Kylian Mbappé et les propos scandaleux de la parlementaire paraguayenne. Voilà, message d'unité, vigilance sur le Maroc, évidemment. Il ne s'agissait pas de déclencher une polémique en sous-estimant, mais c'était, on va dire, 6 minutes en tout, ou 8 à 9 minutes en tout, assez convenu. Alors, en ce qui concerne le match contre le Maroc, Damien, est-ce qu'on va retrouver la même équipe que face au Paraguay, avec notamment Lucas Digne et Bradley Barcola sur le côté gauche ? Quelles sont les dernières infos ? L'entraînement du jour n'a pas révélé les grandes choses des intentions de Deschamps. Il n'y a pas eu de vraie mise en place. Les oppositions ne sont même pas faites sur des grands buts, c'était sur des buts couchés. La tendance quand même, c'est au maintien du 11 qui a commencé contre la Suède et contre le Paraguay. Je pense que Deschamps a son équipe maintenant. Il y aura sûrement plus d'espace aussi face au Maroc que contre le Paraguay. Le côté gauche, c'est un côté où Deschamps considère qu'il faut aussi fonctionner par binôme et que la complémentarité entre Barcola et Digne lui convient parfaitement. Encore une fois, Barcola, je ne veux pas le réduire à ça, comme je ne veux pas réduire Désiré Doué à un joueur de petits espaces, mais a plus cette propension que Doué à prendre les espaces. Donc, il n'y a pas forcément de raison, si ce n'est que
son match n'a pas été génial contre le Paraguay, mais avant contre la Suède, il avait été bon. Les autres fois, il avait été pas mauvais non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que Deschamps change, même si il y a encore un très léger doute sur la titularisation de Doué. Mais la tendance est à Barcola. Pour l'instant, la tendance est au fait de miser sur la continuité. Et pour terminer, est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Aurélien Tchouaméni ? Est-ce que son forfait est acté pour le match contre le Maroc ? Tchouaméni s'est entraîné à part aujourd'hui. Il va peut-être s'entraîner demain en partie avec le groupe, mais c'est pas une très grosse probabilité non plus. Au mieux, il sera sur la feuille de match avec la possibilité de jouer vraiment en cas d'extrême urgence, mais il y a très peu de chance, quoi. S'il y avait un problème au milieu, je pense que ce serait Warren Zaïre-Emery qui entrerait enfin en jeu. On en reparle demain, évidemment. On s'arrête là. Merci beaucoup Vincent, Damien et Yves. À très vite. À très vite. Merci, à bientôt. Salut à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant cet alléchant France-Maroc dans le journal et sur l'équipe.fr. Passez une bonne journée. À demain.